Alors pour illustrer ces propos vraiment très, très intéressants, je vais appeler Jean-Éric Fournier, Anne-Marie Ulmer et Philippe Le Neven à venir, c'est ça? C'est toujours difficile, j'ai du mal. Et on va commencer avec Jean-Éric Fournier. Ça sera la même question introductive pour les trois. Dans cet univers, on voit bien entre bâtiment vert et finances vertes, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et avec quel objectif et quel résultat? Tu as un micro juste en face. En essayant d'être rapide compte tenu de l'heure. Bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc Covivio est une foncière, c'est un opérateur immobilier intégré. Donc, nous sommes à la fois propriétaires d'un patrimoine de 23 milliards d'euros, qui est composé de bureaux en France, en Italie, de résidentiels en Allemagne et d'hôtels à l'échelle européenne. Et nous avons un pipeline de 8 milliards d'euros de développement. Donc la question pour nous, c'est comment on finance notre transition énergétique, écologique, environnementale, RSE au sens le plus global. Donc moi, ça fait 10 ans en fait que je suis en charge de la RSE pour Covivio. Et on a une politique RSE qui aujourd'hui est très reconnue, notamment de la part des agences de notation, et ce qui est un petit peu un préalable, hein, c'est-à-dire que pour aborder les sujets qu'on va évoquer, notamment de finances vertes, de green bond et de crédit vert, en fait, c'est un préalable d'avoir déjà une politique très engagée et d'avoir une politique RSE très structurée dans ces domaines. Notre objectif, c'était à la fois de financer cette transition, c'était aussi de s'ouvrir à de nouveaux investisseurs, donc des investisseurs ISR, d'avoir avec eux un dialogue très concret, de mieux comprendre leurs attentes et de s'interroger sur les actions que nous menons, les engagements que nous avons, et puis la communication que nous réalisons autour de tout cela. Est-ce que c'était finalement en phase avec ce que même attendent et peuvent désirer? Et puis c'était aussi, au-delà de la stratégie de diversification des sources de financement, c'était essayer d'avoir une baisse du coût de la dette, hein, c'est toujours un objectif dans nos négociations, dans ces sujets, et puis d'allongement de la maturité de la dette. Alors, je vous ai dit un mot donc, des notations, à la fois les notations classiques des agences de notation, on est très bien noté, listé chez DJSI, Vigeo, on est secteur leader, Europe, monde, 7e au monde, tous secteurs confondus, etc. Et évidemment, la dimension financière, où chez S&P, on est triple B+, donc c'est une très bonne note pour notre secteur professionnel. Donc pour aborder le sujet des green bonds, on a émis 2 green bonds, un en 2016 et en avril 2016, et un autre en septembre 2019. L'un des préalables, c'était donc d'avoir cette reconnaissance à la fois financière et extra-financière, et puis aussi d'avoir une reconnaissance sur la qualité de nos produits. La question de la taxonomie qui a été posée tout à l'heure, elle n'est pas strictement immobilière. Elle venait du fait que un certain nombre d'organismes, d'acteurs se lançaient dans des green bonds, mais avec des clés de lecture qui étaient extrêmement variables d'une opération à l'autre. Et c'était l'occasion de se poser et de se demander si on pouvait trouver des règles du jeu. Nous, dans le bâtiment, on a des grandes certifications, dont effectivement HQE que tu as présenté, Patrick, tout à l'heure, et qui est reconnu au plan mondial, même titre que LEED, BREEAM et pas beaucoup d'autres à ce même niveau, et qui sont connus de tous les investisseurs, parce que je fais régulièrement des roadshows avec nos directeurs financiers, qui sont connus vraiment de toute la planète financière. Alors en 2016, on était sur une ancienne version de HQE avec les fameuses 14 cibles, et en fait dans la présentation du dossier, il y a tout un dossier à préparer pour les investisseurs. Il y avait une lecture assez approfondie, puisque comme l'a dit Ella, en fait, ce qui est considéré dans ces green bonds, c'est à la fois la dimension environnementale, mais aussi la dimension sociale et sociétale. Et donc il est important aussi sur ces volets-là d'avoir des vrais engagements. Et du coup avec HQE, mais pas seulement, puisqu'on réalise des systèmes de notation de nos immeubles sur la distance par rapport au transport en commun, enfin des sujets de résilience, et ça va beaucoup plus loin.
mais en tout cas, des préoccupations qui se recoupent beaucoup avec HQE, la certification HQE. Et puis en 2019, alors là on a changé un peu d'air, changé d'époque, hein, au sens d'époque. Et donc là, autant sur le premier Green Bond, on était sur 13 immeubles, et là on a financé 4 opérations qui sont essentiellement des développements ou restructurations très lourdes, avec à chaque fois du HQE excellent, et souvent aussi des labels complémentaires comme tu as évoqué, notamment Biodiversity sur les 4 opérations. Une infidélité, c'est donc là on a deux pays en fait, hein, trois opérations en France, une en Italie où là c'est du LEED Platinum, et Biodiversity qui, vous savez, The Sign sera le premier immeuble labellisé Biodiversity en Italie d'ailleurs à cette occasion. Alors ce qu'on peut dire, c'est que un Green Bond, c'est vraiment adossé à un portefeuille donné. La question tout à l'heure du crédit vert, en fait, c'est une appréciation globale de la politique RSE, et moyennant quoi un crédit, alors c'est un système de crédit revolving le plus souvent, hein, à l'intérieur duquel le client peut ensuite se financer. Le système du Green Bond, lui, est vraiment attaché à un portefeuille, ce qui veut dire aussi que dans la durée, si on arbitre, si on vend un immeuble, il faut le remplacer par un actif d'au moins la même qualité, et en restant sur une même logique. C'est-à-dire que sur un portefeuille de 13 immeubles, on peut imaginer qu'on peut remplacer 1, 2, 3 immeubles par une très grosse valeur, mais on ne va pas remplacer 13 immeubles un jour par 4 immeubles. Et donc il faut, dans le respect, je dirais, des investisseurs qui nous ont fait confiance et qui nous suivent, eh bien, prendre en compte notamment cette donnée. Le premier, donc c'était 500 millions d'euros sur 10 ans, où on a eu un taux de 1,875% en 2016, donc c'était bien à l'époque. Et le deuxième, 500 millions aussi, donc qui est lui sur 12 ans et 1,125%, dans une fenêtre de tir différente, donc c'est difficile de faire d'une comparaison stricte, mais en revanche, où on peut observer le fait que ce soit green a commencé vraiment à être valorisé. Et donc ce qui porte l'ensemble de notre dette verte à 1 milliard d'euros, et qui représente à peu près 17% de notre dette. Merci beaucoup de ce témoignage. On voit effectivement que des actifs verts et qui plus est certifiés permettent d'être financés finalement plus rapidement que les autres. Madame Ulmer, donc votre témoignage, quelle est votre expérience vous sur cet aspect que vous financez, vous des... Tout à fait. Nous, moi je représente plus particulièrement le marché des professionnels immobiliers sur toutes les banques populaires qui financent des promoteurs, des lotisseurs, des marchands de biens. Donc c'est un aspect du financement de l'immobilier, important bien sûr. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que je représente le BPCE aussi, hein, puisque c'est une des maisons mères, hein, les banques populaires sont maisons mères avec les caisses d'épargne. Et en fait c'est une activité majeure, hein, l'immobilier pour nous. Hein. On finance à peu près un logement sur 4, et pour les particuliers, et on finance quasi un projet immobilier des professionnels immobiliers sur 3. Donc c'est quand même, on a quand même une part de marché très importante, et on est des banques coopératives, hein, on a notre ADN et on est proche du territoire, donc c'est quand même très important pour nous d'être présents sur ce domaine-là. Et d'ailleurs, dès 2005, les banques populaires étaient membres fondateurs des Finergies. Donc c'est pas quelque chose de très nouveau. Mais malgré tout, ce qui a impulsé beaucoup les choses que je vais vous décrire, c'est beaucoup la COP21, bien sûr, depuis 2015, et puis le Green Supporting Factor qui est impulsé par la Commission européenne. Alors, donc dès 2016, on a intégré dans le groupe BPCE, donc je vous rappelle, bien sûr, les maisons mères que je vous ai citées, mais il y a aussi Socfim, Palatine, Crédit Foncier Immobilier, CEGC, donc c'est des gens qui sont très impliqués dans l'immobilier. On a intégré dans la stratégie, on a déjà créé une filière croissance verte, ça veut dire que dans chaque établissement des maisons mères, il y a une personne qui s'occupe de ça, ou plusieurs personnes qui s'occupent de ce sujet-là, pas que sur l'immobilier, hein, croissance verte.
On a aussi au niveau des risques groupes une direction du climat, donc c'est quand même assez important, donc qui travaille là-dessus. On a aussi intégré dans les veilles sectorielles, ça c'est assez récent, dans la veille sectorielle du BTP et du professionnel immobilier, on a intégré tout un volet environnemental, c'est-à-dire qu'en fait on incite, c'est non seulement de la formation, mais en plus on incite nos collaborateurs à regarder ce qui est de financement durable. On a envie d'aller, de pousser vers là, et on les informe et on les incite à aller vers des clients et des entrées en relation comme ça. D'ailleurs, il y a un questionnaire qui a été fait pour nos clients qui est en test en ce moment, pour, pas seulement sur le côté vert, mais aussi sociétal, un questionnaire qui va nous permettre peut-être de donner une notation plus tard à nos clients, et on aura plus tendance à financer ce genre d'entreprise que... voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, on a parlé de taxonomie, oui. Donc bien sûr on travaille là-dessus à BPCE, parce qu'on a une clientèle... À BPCE, on s'occupe plus de la clientèle généraliste du groupe BPCE. Donc on est en train de bien travailler là-dessus, donc on va utiliser les certifications, j'en parlerai tout de suite après. Et puis on a notre filiale, Natixis, qui elle a créé très récemment le Green Weighting Factor. Il se trouve que eux, c'est surtout sur les grands comptes, donc c'est pas tout à fait les mêmes, c'est pour ça qu'on a la taxonomie d'un côté et qui est un peu le même système. C'est un outil de mesure des finances qu'ils font vert ou brun, donc ils calculent sur le bilan. En fait, c'est l'impact sur le bilan de notre activité, de ce qu'ils financent. Il faut savoir que quand on prête, nous, 1 €, on nous demande des fonds propres. Donc, concrètement, on a une pondération en fonction de ce qu'on finance. Donc là, cet outil va nous permettre de faire des bonus, malus en fonction de ce qu'on finance. Si c'est vert, on va le pondérer de façon favorable, et donc on aura moins besoin... Parce que c'est moins risqué, du coup. Parce que c'est moins risqué, tout à fait, parce qu'effectivement c'est la notion de risque, tout à fait, c'est le RWA. Et en revanche, on va bien sûr vers un malus pour le brun. Par exemple, pour Natixis, ils avaient 43% de vert en bilan nominal, voilà. C'était sur 170 milliards d'euros qu'ils ont quand même calculé ça. Et si on le pondère, on arrive à 23%. Ça veut dire que concrètement, et pour le coup, le brun, c'est plutôt le contraire. On était à 38 et on va arriver à 50%. Ça veut dire qu'en gros, plus on financera de vert, moins on aura besoin de fonds propres. Et ça, c'est le Green Supporting Factor qui arrive en 2021, qui va nous permettre, on espère, avec la taxonomie, on affine. Ce n'est pas des choses qui se font en un jour, il faut bien le dire. Donc ça, c'est très important. Donc, en fait... En 1 minute, si vous pouvez nous parler de la certification. Absolument, je vais vous en parler tout de suite. Parce que comment on arrive à faire ça, tout simplement? On peut pas, on a besoin de quelque chose d'opposable au tiers. On fait des green bonds aussi, on est en train de travailler sur un green bond immobilier aussi. Donc on ne peut pas faire autrement que d'avoir quelque chose d'opposable au tiers. Donc on ne peut pas non plus, quand on finance, moi j'ai financé... beaucoup d'opérations quand j'étais dans une banque. Clairement, si on finance des opérations qui sont avec les certifications et les labels qui vont bien, on peut mieux les vendre. Donc nous, en gros, on est remboursé, il faut être très pragmatique. Et ça c'est un vrai plus. Après, on a effectivement la note extra-financière qui est très importante pour nos actifs. Et puis, écoutez, là, je vais vous passer la parole, parce que sinon je vais déborder tel que je me connais. Donc, je vais vous laisser. Mais en tout état de cause, nous, on a un stand, n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse, on pourra vous en parler. On est au 3e étage, un grand stand BPCE, on est tous là. On ne peut pas vous rater au 3e étage. Non, on ne peut pas nous rater. Voilà. Merci de votre témoignage. Monsieur Nevaen, du coup, un témoignage en même temps. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Oui, alors. Pour ceux qui pourront rester après, on pourra continuer. D'accord. Donc, moi je suis directeur des investissements d'une société qui s'appelle Venture Gestion d'actifs, qui est une structure de gestion d'actifs
détenu à 100% par la Banque Populaire Grand Ouest. Nous gérons un véhicule aujourd'hui qui s'appelle la SCPI Atlantique Région. On investit en bureau et en région uniquement. On a une trentaine d'années d'existence et on gère à peu près 110 immeubles et 300 000 m². Voilà pour les chiffres. Alors oui, on m'a demandé de parler un peu des labels et la façon dont nous on investissait sur les immeubles. Bien entendu, les labels sont importants et ce, à 3 titres. Première chose, d'abord, en tant qu'investisseur, nous devons être responsables. Nous faisons partie de la chaîne, nous devons être actifs et proactifs sur ce sujet-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une demande de nos clients, parce que la SCPI, une SCPI est distribuée auprès des clients de la Banque Populaire Grand Ouest. On a une demande de nos clients, justement, pour aller vers la finance verte. Donc ça, c'est une chose qui est très forte depuis quelques années. Et troisième point, nous, notre modèle, il est de trouver des utilisateurs qui restent très longtemps dans leur bâtiment, qui sont contents d'être dans leur bâtiment. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on a une demande très forte, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres de tout ce qui se passe en termes de transactions dans l'ensemble des bureaux et en région, notamment, c'est qu'il y a beaucoup de transferts d'entreprises vers des immeubles neufs, parce que justement, il y a cette labellisation, il y a une demande de leurs salariés et une demande des entreprises. Voilà. Donc ces 3 points-là ont fait que, forcément, avec 30 années d'existence, on a quelques immeubles qui sont un peu une passoire énergétique, mais en tout cas, les derniers investissements qu'on réalise sont systématiquement labellisés, parce que pour nous, ça fait partie de ce triptyque de l'investissement. Bon. Ça, c'est la V1. Ensuite, la V2, on se dit, bon, on va aller plus loin. On ne peut pas labelliser notre fonds parce que, comme je vous l'ai dit, on a 30 ans d'existence, donc on a un parc qui est un peu vieillissant sur au moins un tiers. Par contre, on s'est dit, on va créer un fonds ISR. Alors pour l'instant, on attend avec impatience l'AMF, la doctrine de l'AMF qui va sortir au premier trimestre 2020, justement pour proposer cette offre-là à notre clientèle. Donc ça, c'est prochaine étape qui vient. Donc c'est un véhicule qui va venir en complément du véhicule existant. La problématique aujourd'hui qu'on rencontre, c'est que c'est vrai que la labellisation, c'est facile. Enfin, c'est facile. Non. C'est compliqué de reconstruire un bâtiment, mais aujourd'hui on maîtrise les labellisations. C'est-à-dire qu'on sait construire un bâtiment labellisé. Ça ne pose pas trop de problème. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, la problématique, c'est le suivi et l'utilisation justement de ce bâtiment-là. La théorie fonctionne, théoriquement, mais la pratique ne fonctionne pas forcément comme la théorie le voudrait. Donc du coup, on a des accompagnements. On va développer des accompagnements auprès de nos utilisateurs, et par exemple, les derniers bâtiments sur lesquels on va faire des acquisitions, notamment à Lyon et à Bordeaux, on a des demandes très fortes des SPL locales, des sociétés d'économie mixte, qui nous demandent « Faites-nous un retour justement d'utilisation de votre bâtiment. Vous nous avez dit que votre bâtiment il serait certifié, il aurait une consommation de temps. Prouvez-nous que c'est le cas. Et deuxième chose, faites-nous remonter les informations des utilisateurs de vos bureaux pour qu'on puisse les accompagner, c'est là la clé, hein, les accompagner dans l'utilisation de leur bâtiment. Voilà, donc je pense que vraiment la prochaine étape, c'est ça, c'est aller vers la pédagogie auprès des utilisateurs pour justement que la théorie devienne la réalité. Alors ça nous fait particulièrement plaisir ce que vous dites, parce que depuis 2009, nous développons une certification des bâtiments en exploitation, c'est-à-dire des bâtiments existants avec des vrais gens dedans et donc avec une vraie performance. Et on se rend compte que c'est complètement clé, c'est-à-dire que bien sûr il faut que le bâtiment ait des bonnes qualités intrinsèques, et s'il les a pas, on peut rénover pour améliorer cette performance. Mais son exploitation, sa gestion, son utilisation sont vraiment clés pour obtenir une vraie performance environnementale. Et donc cette certification HQE en exploitation, elle permet véritablement de prouver que la performance réelle est au rendez-vous, et elle prolonge, comme vous le dites, dans la réalité des faits, la performance qu'on peut espérer. Comme je le disais, c'est pas des incitations des sociétés d'économie, c'est vraiment une obligation. Aujourd'hui, dans une signature de l'acquisition d'une FA, on a cette obligation-là. On va reporter à nos locataires, mais on a cette obligation-là. Donc
pense qu'effectivement, c'est et pour illustrer, donc je profite, oui, bien sûr. Et pour illustrer en fin de compte notre politique d'investissement, on a été très fiers hier d'être primé, d'être lauréat sur un immeuble à Lille pour les immeubles de moins de 5000 m² en tertiaire qui est certifié Effinergie plus. Voilà. Bravo, félicitations. Ce certificat n'est pas étranger non plus à ce conflit. Merci beaucoup de ce témoignage. Le temps théorique est passé. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à poser des questions, parce que je pense que c'est le mieux pour répondre à vos attentes. Et là, peut-être que tu peux venir, si on ne sait jamais s'il y a des questions. Avez-vous des questions? Ça a été clair à ce point. Bon, alors un dernier mot peut-être, quel est le message que vous voudriez faire passer? On voit bien qu'il y a un enjeu très important de transition, on voit bien que la finance peut aider et de notre point de vue doit aider. Oui, quel est le message? Moi j'avais juste une chose à dire, parce qu'on parle de finance, on fait souvent du finance bashing. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des collaborateurs. Les collaborateurs sont le moyen de production de la banque. Hein. On est une société de service. Et on est tous, autant quand on travaille, on est face à nos clients, on a cette sensibilité-là, de plus en plus aussi. Hein. Donc moi, quand je finance une opération, j'ai plutôt envie que les gens soient bien dedans. J'ai plutôt envie que ça vieillisse bien et que ça passe pas trop mal à notre planète. Parce que bon, j'espère bien avoir des petits-enfants de ces jours, hein, donc voilà. Non mais pas que ça, mais c'est vrai que c'est important. Donc n'oublions jamais ça, que la finance, derrière, il y a des êtres humains qui travaillent là. Et qu'on est tous sensibles à ça. Et j'aimerais bien qu'il y ait souvent qu'on ait un peu plus ce discours-là, parce que des fois on est un petit peu... et là, pour le coup, le groupe BPCE fait énormément de choses là-dessus, donc voilà. Très bien. L'environnement et l'humain. Voilà, l'humain est très important. Merci. Jean-Éric? Pour nous, c'était important en fait, d'embarquer toute la chaîne d'acteurs. Je pense que tout seul, on ne peut pas tout, n'est-ce pas? Et donc, on a progressivement embarqué les constructeurs, les promoteurs, les FMR, avec des sortes de contrats différentes. Et effectivement, les certifications comme HQE et les labels que tu as présentés sont des marqueurs forts qui permettent de donner à certains niveaux d'ambition. Et parmi ces acteurs, il fallait embarquer aussi la finance. Alors, du coup, aujourd'hui, la finance est très fortement embarquée, je dirais même assez moteur maintenant. Voilà. Et en particulier depuis l'accord de Paris, comme ça a été dit, on a senti vraiment un point d'impulsion à partir de ce moment-là, mais avec une certaine lecture de l'article 173, extrêmement centrée sur la question du carbone. Et les questions des investisseurs que je rencontre, c'est beaucoup le carbone, le carbone, le carbone. Alors, ils me posent des questions quand même aussi sur d'autres aspects de notre politique RSE. Et avec des lectures aujourd'hui sur le carbone, il a été question des TCFD, il a été question de plusieurs aspects, mais qui restent à mûrir aujourd'hui. Donc ça reste quand même un enjeu. Je crois qu'il y a pas mal d'acteurs qui se précipitent sur ce sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup d'effervescence et je pense que c'est un sujet qui doit encore mûrir, cette question du carbone, et de pas... enfin, c'est un message aux investisseurs, fût-il ISR, de pas regarder que le carbone, mais il y a plein d'autres sujets autour. Alors, investisseurs, justement, votre mot de la fin? Voilà, c'est exactement ça. Il faut qu'on soit tous acteurs sur le sujet. Il faut embarquer tout le monde. Et ensemble, on arrivera justement à répondre à ces enjeux climatiques qui sont importants. Donc, les certificateurs, les investisseurs, les constructeurs. Tout le monde doit aller dans le même sens. Merci. Et là? Oui, moi je voulais juste souligner ce qui sous-tend le terme de transition, parce qu'on a parlé de transition environnementale et des multiples transitions depuis le début. Il y a l'idée de la mise en mouvement, et c'est vrai que c'est très complexe de passer d'un point A à un point B en faisant évoluer un paradigme, donc on a besoin d'un effort collectif, un travail en équipe, et quand on ne parle pas le même langage,
spontanément, la langue de l'immobilier, des acteurs de l'immobilier n'est pas la même que la langue des acteurs financiers. Il faut pouvoir se mettre autour de la table et parler un langage commun. Donc si j'avais un souhait suite au CIMI et grâce à ce type de conférence organisée par Certiva, c'est qu'on facilite et on accélère encore davantage l'intelligence collective, la co-construction entre les deux secteurs immobilier et financier. Et on a plus que jamais besoin de la finance. C'est le nerf de la guerre et sans financement, on n'arrivera pas à faire, faire advenir l'immobilier responsable de manière massive. Voilà, c'était le mot de la fin de mon côté. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est clair effectivement que la finance se mobilise, en tout cas certains acteurs de la finance se mobilisent, comme certains acteurs de l'immobilier se sont déjà mobilisés sur ces questions de développement durable, pour aller plus vite et plus fort, parce que c'est vraiment l'enjeu qui est devant nous. On ne peut pas se contenter de petits pas. On l'a vu, on a besoin, de traiter de plusieurs aspects. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, madame, c'est bien sûr il faut traiter du carbone, des enjeux environnementaux, biodiversité, etc. Mais voilà, ne pas oublier qu'il y a des êtres humains qui travaillent et qui vivent dans les bâtiments. Donc cette vision multicritère qui nous est chère, je pense, elle est absolument indispensable pour qu'on puisse progresser vraiment ensemble vers ces objectifs. Deuxième, c'est on a besoin, et c'est là qu'il le dit, d'un langage commun. Donc tout ce qui est taxonomie, mais aussi tout ce qui est cadre de référence, cadre de confiance, objectifs partagés, etc. C'est vraiment indispensable pour qu'on puisse partager les objectifs et avancer ensemble. Et puis je terminerai sur la confiance. On a effectivement besoin qui est ce tiers de confiance, et c'est notre rôle chez Certiva de le faire. Et on est très fiers de pouvoir faire ce rôle de passeur finalement entre tous ceux qui produisent et qui vivent avec les bâtiments et ceux qui les financent de façon à accélérer les transitions environnementale et énergétique, mais aussi vers la qualité de vie pour l'ensemble des utilisateurs. Merci beaucoup de votre attention. Donc vous avez BPCE qui est sur un stand au 3e, vous avez Certiva qui est au 2e, juste en face. Donc vous prolongez le couloir et vous arrivez sur notre stand. Donc si vous voulez prolonger la discussion, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le stand. Merci beaucoup de votre attention. Et merci bien sûr à nos intervenants.